Bonjour à tous. Bonjour. Moi c'est Emmanuel de ULOM 24 et je vous accueille dans le cadre de ULOM 24 aujourd'hui. Je vous remercie tous et chacun d'être présents aujourd'hui pour notre storytelling. Le storytelling, c'est une sorte d'émission, je peux dire, une sorte de petit talk qui met en avant les entrepreneurs qui font des choses exceptionnelles. Et aujourd'hui encore, on a une jeune entrepreneur qui fait des choses vraiment exceptionnelles de ses mains. Je ne vais pas parler pour elle, on va la découvrir au fil de la journée. Donc, Yolan vous remercie aujourd'hui d'être présent. Elle vous remercie aujourd'hui de l'avoir honoré. Et Mar également, qui sera notre modérateur, vous remercie de nous avoir honorés aujourd'hui. Je ne suis pas quelqu'un qui a la parole longue. Je préfère que la personne qui a vraiment quelque chose à dire puisse davantage s'exprimer. Mais avant qu'elle ne s'exprime, je vais passer la parole à un représentant de la CED, qui est une association qui promeut aussi les jeunes entrepreneurs. C'est cette association-là qui nous permet d'avoir les entrepreneurs talentueux, de nous faire découvrir les entrepreneurs talentueux comme Joël aujourd'hui. Donc, Monsieur Raymond, bonjour et à vous la parole. Merci beaucoup Emma. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est un réel plaisir d'être présent parmi vous aujourd'hui. Je crois que c'est un exercice que nous avons le plaisir également de renouveler avec la plateforme ULOM 24. Alors, nous sommes une organisation camerounaise qui exerce dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comme l'entrepreneur existe au Cameroun depuis 1992. Et depuis 1992, nous avons accompagné des milliers d'entrepreneurs qui ont des secteurs d'activité aussi divers que variés. Aujourd'hui, vous allez écouter Choupa. Avant, il y a eu Roland Mezichi, qui est productrice de vin. Nous avons également eu la visite de Alice Belmont, qui nous est venue de Bafoussam, pour parler de son activité de transformation agroalimentaire. Elle produit du thé. Voilà. Je crois que je ne pourrais pas mieux présenter Choupa que ses formateurs accompagnateurs qui sont Sébastien, Nathanaël et Lazare, entre autres. C'est pourquoi je vais laisser cet exercice à quelqu'un qui la connaît depuis très longtemps, qui a également été formé à CED et qui est plus ou moins un exemple pour elle. Donc, monsieur Mbote Nayo, je vous prie. Je vais voter qui est le binôme de Joël Choupa. Voilà. Donc, je viens de laisser. Alors, Joël, je pense que l'aventure de Joël commence dans une école de mode. C'était encore l'école supérieure de design de mode sur la nouvelle route Colbison. Troisième promotion et moi deuxième promotion. Donc on se rencontre dans cet univers de la mode et depuis ce temps on a cheminé ensemble. Terminé l'école, on a fait des plateaux Afrique Collection à Douala. Et après on s'est essayé un peu aussi dans des écoles pour transmettre nos différents savoirs. Et puis, elle a pu trouver sa signature aujourd'hui, qui est le Nord. Elle a pu trouver sa signature et qui nous a toujours sorti de très belles collections. Aujourd'hui, son travail parle pour elle. Voilà, on nous disait toujours ça. Ce n'est pas votre nom, mais votre travail doit parler pour vous. Aujourd'hui, son travail parle pour elle parce que ce soit au Cameroun ou à l'international, elle est sollicitée pour son travail, surtout pour son professionnalisme. C'est quelque chose de très important. Vous savez qu'on peut avoir le talent, mais ne pas être professionnel. Et travailler avec des personnes pour qui le professionnalisme est important, elle a pu montrer combien elle sait allier son talent et le professionnalisme. Elle est toute simple là, il y a une personne très aimable, très facile à vivre.
Vous savez, les Africains, surtout ceux de l'Afrique centrale, dès qu'ils arrivent à un certain niveau, ils deviennent un peu, je vous en dis, vous connaissez un peu, mais elle se comporte comme une Africaine de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ceux d'Afrique de l'Ouest, ils sont aimables, ils sont très ouverts, humbles. Mais l'Afrique centrale, c'est autre chose. Et elle a cette qualité qu'elle a aussi la main sur le cœur. La main sur le cœur. Elle sait s'ouvrir aux personnes, elle sait partager ce qu'elle a, son savoir, ses avoirs aussi. Et moi, je suis privilégié de partager depuis de longues années cette belle aventure humaine et professionnelle avec elle. Donc, elle a fait le CED parce que, au-delà de toute cette connaissance, je l'avais invitée à venir au CED pour venir apprendre des notions de gestion, pour venir compléter un peu ce savoir technique. Et depuis qu'elle est là, elle est plus repartie. Et ensemble, on continue de travailler avec le CED et d'encadrer les plus jeunes, comme Jeannès qui est là tout au bout, d'encadrer les plus jeunes. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Et nous sommes heureux d'être ici et de pouvoir partager avec elle ce qui fait sa force pour que nous aussi, nous partions d'ici avec des critères ou des éléments qui peuvent nous aider à pouvoir plus imaginer. Je vous remercie. Bonjour Emma, parce qu'il faut bien faire la différence entre Aymar et Emma. Immense plaisir de vous retrouver comme chaque mois, désormais, rendez-vous culte qui nous permet de mettre en vitrine des talents, au-delà des talents, des exemplarités, des exceptionnalités. C'est donc le cas de Joël Choupa, j'allais dire Joël Magne Choupa, originaire de l'Ouest Cameroun, qui nous plonge ce matin dans l'industrie d'habillement. Elle est, souvenez-vous, styliste, modéliste. Joël, elle est jeune, comme vous pouvez le constater, mais qu'elle survole déjà le monde. Partant de l'Afrique, son continent natal, elle a fait toutes ses preuves au Cameroun. Dans ses nombreuses envolées, elle a remporté plusieurs prix, notamment la FIMA, qu'elle va bien sûr nous présenter dans son déroulé. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Récemment encore, elle était à la francophonie. Et plus avant, elle a habillé la canne, pas la canne à sucre, mais la compétition, mais aussi le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations de football. Joël Magne Choupa, après l'obtention de son brevet d'études du premier cycle, quand on l'attendait en série A, B, C, D et le reste, elle a plutôt viré en IH. Parce que, suggérée par sa grande sœur. Après l'obtention de son baccalauréat avec brio et maestria, elle va à l'Institut des Beaux-Arts, Cheikh Anta Diop, où elle fera toutes ses classes. Son aîné académique l'a illustré ici avec aisance. Son parcours, qu'elle tisse de fil à aiguille, parce que c'est bien cela qu'elle sait faire, s'exprime par un style. Et l'un des nouveaux de son style, j'ai appris, c'est le Njomba. C'est quoi le Njomba? D'où vient Joël, qui peut être présenté aujourd'hui comme source d'inspiration? Madame, monsieur, je n'en vais pas dire long. Je vais simplement vous demander à vous l'assistance, qui n'allez pas simplement assister, mais je compte sur vous pour un public actif et vif,
d'accueillir Joël Manyuchupa sur vos ovations, s'il vous plaît. Parce qu'il y a bien une différence entre un styliste et un modéliste. Oui. Déjà, il y a bien une différence entre un styliste et un modéliste. Le styliste, c'est celui-là qui crée, celui-là qui pense. Et le modéliste, en fait, c'est celui-là qui réalise, en fait. Donc, moi, j'ai à la base une formation de styliste. Et après, j'ai une seconde formation de modéliste. Je reprends l'une de vos phrases sacrées. Je transforme le textile en tenue adaptée en toutes circonstances. Oui. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire par là que pour moi, la matière n'est pas un obstacle. C'est un ami personnel. Je fais de lui ce que je veux. C'est pour ça que je dis que j'ai l'habitude de transformer les matières, que ce soit de la mousseline, que ce soit du coton, que ce soit de la soie, que ce soit du ndop, que j'adore énormément, que ce soit du kanté, n'importe quelle matière que j'ai sous la main, je le transforme en des matières qui peuvent plaire, des matières portables et surtout fonctionnelles. Comment peut-on établir la différence entre Joël Choupa et les autres stylistes modélistes? La différence entre Joël Choupa la personne ou bien Choupa la marque? Parce que c'est les deux personnes. Joël Choupa la styliste et les autres stylistes. Bon, si on veut parler de la personne qui est Joël Choupa que je suis, la différence c'est quoi? Je crois que c'est ma manière d'être. Toujours souriante, j'adore la vie, je suis pleine de vie. Je crois que c'est tout. Et c'est ça qui fait ma particularité. D'accord. Rentrons un peu dans la genèse de votre métier que vous avez, j'imagine, sagement choisi. Il y a des années, vous avez opté pour IH au cours de votre formation secondaire. Oui. Est-ce que c'est simplement sous suggestion de votre sœur ou alors se cache-t-il une autre histoire derrière? C'est vrai que déjà toute petite, plus jeune, j'aimais beaucoup m'habiller. C'est vrai, nous sommes à Tinga, je tiens à préciser que c'est mon quartier natal. J'ai grandi tout juste là derrière, la rue là, juste là derrière. Et comme j'étais à 2 pas de Mokolo, je passais toutes mes journées à Mokolo. Je cherchais toujours la friperie. À chaque fois, j'étais en train de m'habiller. J'étais toujours en train de faire le nyanga, comme on dit souvent. Donc, je pense que c'est d'où est venu le déclic. Quand j'ai eu mon BPC, à la maison, je me disais, je ne me vois pas en train de faire la série C, je ne me vois pas en train de faire la A. Et puis, ma grande soeur m'a dit, bon, tiens, tu aimes d'abord trop le nyanga, va faire des affaires de couture là. Je dis, la couture, c'est quoi? Elle me dit, IH, non. Je dis, pour devenir quoi? IH. Après, je vais faire les voiles, les couturières que je vois. Elle me dit, non, tu seras styliste, modéliste. Je dis que mince. Vous savez que les mots là, qu'on entend ça, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait déjà que c'est le top, c'est le high. Donc, c'est tout ça qui, après, me fait virer en industrie d'habillement. Et aujourd'hui, je me retrouve là. Voilà la petite histoire. D'accord. Et maintenant, une fois votre baccalauréat obtenu, on se serait attendu à l'ouverture peut-être d'un atelier de couture ou alors vous voir dans un institut privé lambda. Vous avez choisi d'aller à l'Institut des Beaux-Arts Cheikh Anta Diop. Oui. Qui vous le conseille? Comment ça se passe? Et comment est-ce que vous étudiez là-bas? Bon, déjà, qui me le conseille? Personne. Parce que c'est vrai que déjà à l'école, quand j'étais en seconde, IH, déjà pendant les kermesses et tout ça, je faisais des défilés de mode. Excusez, aujourd'hui j'ai pris beaucoup de poids. Autrefois j'étais un très bon mannequin. Maintenant je suis un mannequin poids lourd. Je faisais des petits défilés à l'école et j'aimais bien en fait. J'aimais bien regarder à la télé les défilés de mode. Et je crois que c'est d'où est venu le déclic. J'ai dit, bon, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais m'arrêter à être parce que je ne me voyais pas en train d'enseigner. Je voulais avoir ma propre marque. Je voulais avoir... En fait, je rêvais très grand. Moi, j'ai toujours rêvé grand. J'adore rêver grand.
C'est comme ça, un bon matin, le directeur de l'école, qui avait ouvert chez Contajob, est venu faire une promotion disant qu'il y aura une école qui va ouvrir et tout et tout. C'est où j'ai donc eu cette interpellation. Et quand j'ai eu mon bac, je suis donc allée vers cette école qui n'était pas très loin de l'école où j'ai eu mon bac, où j'ai fait mon secondaire. C'était toujours en Colbison. Et c'est comme ça que j'y suis allée. Je me suis inscrite et j'ai commencé à fréquenter, tout simplement. D'accord. Et une fois votre parchemin obtenu, vous vous lancez et immédiatement vous glanez un prix. Je m'en souviens très bien, je ne peux pas oublier cet événement parce que c'était mon premier événement, c'était ma première collection et c'était mon premier grand prix. Oui. C'était vraiment, c'est toute l'histoire de ma vie en fait. C'est vrai que j'ai déposé les dossiers de ce concours. J'étais en première année déjà, en première année université, en stylisme, modélisme. Parce qu'en première année, on fait tronc commun. À partir de deuxième année, vous choisissez une filière. C'est où je constitue d'abord mon dossier. Ce n'était pas destiné à Afrique Collection, c'était destiné au FIMA, au Festival international de la mode africaine. J'ai déposé le dossier, mais la première année, je n'avais pas été reçue. J'ai donc dit, ok, j'ai une création, je ne vais pas la mettre à la poubelle, je vais reproposer cette même création pour un autre concours. C'est comme ça que j'ai déposé le dossier à Douala, le concours Afrique Collection. Et ça a plutôt bien marché, ça n'a pas été facile, vraiment pas facile. Pourquoi? Vraiment pas facile, pourquoi? Parce que la petite histoire, c'est vrai qu'elle est un peu triste, mais au bout, il y a eu de la gaieté, de la joie après. Moi, étant en première année université, quand je dépose mes dossiers pour le concours Afrique Collection, vous savez, une collection, ça coûte cher. Pour monter une collection, il faut beaucoup d'argent. Je suis à l'école, je n'ai pas d'argent, je ne compte que sur mes parents pour me soutenir. Bon, ma maman déjà ne vivait plus parce que j'ai perdu ma maman en première année secondaire. Ensuite, quand j'arrive en première année université, je dépose mon dossier et je ne compte que sur mon papa pour me soutenir. On me retient au concours et après mon papa décède. J'ai voulu dire que je ne fais plus le concours parce que je ne savais pas comment est-ce que j'allais faire. Je suis en première année, je n'ai pas de moyens, j'ai déjà déposé des dossiers qui ont été validés. Je fais comment? Je ne peux pas vous dire comment j'ai fait, mais j'y suis arrivée. Vraiment, j'y suis arrivée. Je ne peux pas vous dire comment. C'est les mains levées des amis, un peu de gauche, un peu par-ci, par-là. Et c'est vrai que mon époux, il est parti. Autrefois, il me faisait encore la coin, genre là. Il m'a aussi beaucoup soutenu. Vraiment beaucoup soutenu. Les amis m'ont aussi beaucoup soutenu. C'est comme ça que j'ai monté ma première collection, vraiment avec rien du tout. Vraiment, vraiment avec rien du tout. C'est où j'ai compris la différence qu'il y a entre les grands créateurs qui ont assez de moyens et les jeunes créateurs qui n'ont pas de moyens. En fait, c'est la magie de voir comment quelqu'un peut partir de rien, mais il fait quelque chose de vraiment beau, de vraiment exceptionnel. Parce que j'étais partie vraiment de rien. J'allais fouiller la friperie à Mokolo, les coupons, ce qu'on appelle les coupons, c'est dedans que je prenais les tissus. Et c'est à partir de ces coupons-là que j'ai pu réaliser ma collection, ma toute première collection avec le tissu Ndop de la SICAM. D'accord. Voilà. Et maintenant, de Douala pour Niamey, l'avion décolle en fanfare, sauf que vous n'alliez pas seul. Oui. Où se trouve Charlotte aujourd'hui? Charlotte est sous un autre ciel. Oui. Aujourd'hui, Charlotte elle est en France. Elle y est restée. Elle est allée pour une formation, elle y est restée. Je lui fais d'ailleurs un coucou. D'accord. Effectivement, après Afrique Collection, je ne me suis pas arrêtée là. J'avais objectif toujours le FIMA. Parce que participer déjà au FIMA, c'est un grand prix en fait. Parce que c'est un concours qui concerne toute l'Afrique centrale.
Enfin, en fait, toute l'Afrique en général et la partie française, africaine, dans la Guadeloupe, tout ça. Et sur tous ces pays-là, on ne veut que 10 personnes. Donc, si vous déposez un dossier, vous participez à un événement pareil et que vous êtes retenu parmi les 10, vraiment, c'est que vous avez du talent. Donc, c'est comme ça. Et cette année, on était 2 personnes au Cameroun qui étions parties, Charlotte et moi. Et en même temps, Charlotte, c'est une sœur, c'est une amie. Et on est allés tous les deux au Festival international de la mode africaine à Niamey. Ouais. C'était ça, c'est ça un peu la petite histoire. D'accord, et prix de compétition en compétition, vous remportez des prix, oui. Chan, Cannes. C'est vrai que bientôt nous allons retourner la parole au public parce que nous n'allons pas la monopoliser ici. Oui. Mais pourquoi vous enchaînez autant de compétitions sportives? Pour vous dire vrai, je n'ai pas de réseau. Mon seul réseau, c'est mon travail. La personne avec qui je suis allée sur le Chan et sur le tirage au sort, sur la Cannes et pour finir tout récemment au Congo pour la francophonie, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Il n'est même pas camerounais. C'est juste le travail. À travers mon travail, quand il est arrivé au Cameroun, il a dit « Je veux travailler avec des stylistes camerounais ». Il s'est rapproché du ministère. On lui a donné une liste de 3 personnes. Je ne sais même pas qui lui a donné la liste. Et parmi la liste, mon nom était en tête. On lui a dit « Rencontrez cette dame. Elle sait travailler. Elle fera ce que vous voulez. Allez-y ». On lui a donné 3 noms. J'étais la première personne qu'il a rencontrée. Et il est resté. Il est tombé sous mon charme. En même temps, peut-être c'est un don parce que si je vous arrête là, je vais vous vendre un truc. Je ne peux pas vous laisser. Je sais me vendre. Je sais vendre ce que je fais. Et je pense que ce jour, il a aimé mon speech. Et quand il est remonté dans sa voiture, il a dit « Je travaille avec elle, je ne cherche plus personne ». Il a repris le vol, il est parti. Et quand il est revenu, vous connaissez les choses de notre pays. Au départ, c'est moi qui devais faire le chant fort. Après, quand il est revenu, ce n'était plus moi. C'était à d'autres personnes. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il m'a dit, je suis venu, on s'est entretenu, je tenais ma parole, on va travailler. Je suis partie sur le chant à la cérémonie d'ouverture comme quelqu'un qui allait faire des retouches. Parce que tout au départ, c'était mon marché, mais après le marché, on me l'a retiré. Quand il est revenu, il a dit, malgré le fait qu'on t'a retiré le marché, je ne te laisse pas. On va ensemble, mais j'ai besoin de quelqu'un pour les retouches. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Malgré mon charisme, je quand même allé faire les retouches. Quand je suis arrivée, je me suis installée. De prime abord, je ne vais pas citer les noms des gens avec qui il a commencé. Quand il a commencé avec ces personnes, ils ont tout de suite constaté en fait que ces personnes avec qui il travaillait n'étaient pas des créateurs, n'étaient pas des stylistes. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, quand ils revenaient vers moi, Joël, on peut faire comment ici? Je dis, mais ici ça ne passe pas. Il faut plutôt qu'on enlève telle couleur, qu'on mette telle couleur parce que le contraste va donner avec. C'est où ils ont compris en fait que on leur a imposé des personnes qui ne maîtrisaient pas en fait le boulot. Et après, il a dit, ils ont décidé, pour la suite, on va les mettre de côté et on va continuer avec toi. Donc, si j'avais un temps soit peu dit non, parce que je suis, alors je ne vais pas me rabaisser à faire des retouches, je n'aurais pas été dans cette aventure jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci Joël. Le temps pour nous de retourner donc, ou alors de rendre la parole au public, que j'imagine tellement avide de vous asséner des questions et non des coups. Y a-t-il quelques questions au niveau du public parce que Joël n'a pas encore dévoilé tous ses secrets? Ah, ça? Parce que j'étais sur le point de lui demander c'est quoi le NDOP, mais elle va certainement répondre, le temps de prendre vos questions.
Le ndop, c'est le tissu originaire de l'Ouest Cameroun. C'est un tissu aujourd'hui qui a pris une certaine notoriété dans le monde entier. Et vraiment, c'est un tissu que j'affectionne particulièrement, comme je l'ai dit, déjà parce que c'est un tissu, les motifs qui sont inscrits dessus racontent déjà toute l'histoire d'un peuple. Et je me sens interpellée par cette histoire, parce que c'est mon histoire, c'est l'histoire de mon peuple à moi. Et c'est un tissu qui m'inspire particulièrement. J'ai commencé avec ce tissu, il m'a donné un premier prix. Et depuis ce jour, j'ai dit, je ne te lâcherai plus jamais. Je continue avec toi jusqu'à la gare. Donc c'est un tissu vraiment que j'adore et qui me parle à chaque fois, qui me dit des choses que moi seul comprends. Vous ne pouvez pas comprendre, l'autre là, c'est des secrets. Donc c'est un tissu que j'adore vraiment. Oui, j'ai un centre de formation qui se trouve dans mon atelier, à Montbord 2e. C'est vrai que c'est où je fais tout, c'est où je forme aussi les jeunes. Les handicapés, je n'ai pas encore reçu, mais s'ils viennent, on verra comment, on va les accueillir, il n'y a pas de problème. Ce sont des personnes comme nous autres. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les former s'ils ont un amour fou de la mode? Voilà, donc je forme. J'ai beaucoup de jeunes que j'ai formés, beaucoup, que j'ai amenés partout où je vais. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui ne sont même plus au pays, qui sont aussi partis. Quelqu'un a dit que c'est comme si je donnais l'onction du voyage dans mon atelier. Peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Bon, c'est un peu ça. Tous les enfants que j'ai formés aujourd'hui, certains travaillent dans des grandes structures, certains sont embauchés par des marques qui sont des patrons, certains ne sont plus au Cameroun, d'autres sont partis. En fait, je n'ai personne qui ne fait rien. Et je suis très contente de ça parce que je comprends que je suis vraiment un exemple pour eux. Je forme pas, je prends pas 20 personnes, 100 personnes. Je veux juste un peu et je forme bien. Et je sais que si après vous émergez, vous aurez fait ma fierté. Oui, je fais la formation. La durée? La durée, c'est 3 ans, normalement. Et une année, c'est 300 000, avec une inscription de 20 000. Vous voyez que c'est largement abordable. Peut-être pas pour les enfants sourds, hein? On va voir. Sinon, c'est 300 000 la formation et 20 000 l'inscription. C'est vrai qu'il y a des centres qui coûtent un peu plus cher, je ne veux pas parler d'eux. Je ne parle que de ce que moi je fais, parce que je juge que c'est un prix vraiment raisonnable pour apprendre un métier professionnel. Parce que c'est un métier qu'on vous apprend, et un métier que vous l'aurez à vie. Et je vous forme demain pour que vous soyez ma concurrente. Oui. Et une meilleure concurrente, parce que moi je blague pas. Si tu viens mal... je travaille avec des accessoiristes parce que je peux pas tout faire. C'est vrai que de temps à autre, je m'essaye à faire quelques petits accessoires en DOP que des clientes, peut-être maison, veulent quand j'ai du temps. Mais quand j'ai vraiment pas du temps, je travaille avec des accessoiristes. Vous pouvez solliciter un vêtement et me demander de vous proposer un accessoire qui va avec. Je peux dessiner pour vous et vous présenter. Et puis si on est d'accord, je fais part à mon accessoiriste. Il confectionne le sac ou le bijou et tout. Moi, je me suis concentrée sur la tenue. Et puis, on fait un assemblage. C'est un peu comme ça que je travaille. Pourquoi je suis restée? Premièrement, j'aime mon pays. Pour vous dire la vérité. J'aime le Cameroun. C'est le Cameroun qui ne nous aime pas, mais nous, on aime le Cameroun. J'aime d'abord le Cameroun. Et pour moi, c'était un challenge d'abord personnel. Quand je dis tout le monde est parti, c'est vrai, tout le monde est parti. Je suis restée seule. Je suis la seule de ma famille qui est restée au Cameroun. Chez nous, c'était automatique. Dès que tu as le bac, on te fait les papiers, tu vas en Europe. À mon tour de partir, j'ai dit je ne pars pas. Tout le monde s'est étonné que mais pourquoi celle-là ne part pas? Et après, mon grand frère aîné, celui qui nous est parti, m'a dit ok, tu veux rester au Cameroun,
reste au Cameroun. Mais tu as intérêt à réussir. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc après, c'est devenu comme un challenge personnel. Je devais lui faire comprendre que même étant au Cameroun, je peux réussir. Et je pense que je n'ai encore rien fait. Moi, je pense que je n'ai encore rien fait. Mais je pense que je suis sur le chemin de la réussite. Moi, je n'ai encore rien fait. Mais je pense que je suis sur le bon chemin. Et pour moi, c'est aussi un challenge de montrer aux jeunes Camerounais que c'est difficile. Et c'est difficile partout. On ne vous mente pas. Même en Europe, c'est difficile. Mais on est encore plus à l'aise chez soi. Si on travaille, si on se donne de la peine de travailler, parce qu'aujourd'hui les jeunes ne veulent plus travailler, tout le monde veut devenir influenceur. Si on se donne de la peine de travailler, vraiment de travailler et d'aimer d'abord ce qu'on fait, on peut aller très loin. La raison pour laquelle je ne suis pas partie, c'est que je me suis dit, je vais rester dans mon pays et je vais travailler dans ce pays et je vais montrer qu'on peut travailler, on peut réussir même étant au Cameroun. Et ce challenge, je le vis, je continue de le vivre. Et comment j'arrive à concilier boulot, famille, épouse, c'est pas facile. Si je dis que c'est facile, c'est que je vous mens. C'est vraiment pas facile. On n'excelle pas partout. Chez moi déjà, c'est la formation militaire. Tout le monde est militaire chez moi. Parce que si je ne mets pas tout le monde au taquet, je ne vais pas m'en sortir. Donc je suis certes une maman, mais je ne suis pas maman, on fait les câlins. Je ne sais pas faire les câlins. Mais j'ai l'esprit maternel, mais je ne sais pas faire des câlins. Il y a une différence, non? Je suis très maternelle, mais vraiment je n'ai pas le temps pour les câlins. Vraiment, je n'ai pas le temps pour les câlins. Chacun sait ce qu'il a à faire et chacun doit faire ce qu'il doit faire. Parce que maman n'a pas le temps. Si je commence à dire qu'on va câliner là, vraiment mon entreprise va prendre un coup. Vraiment, pas les câlins, c'est peut-être le soir quand j'ai fini le boulot. Oui, je peux câliner une ou deux personnes. Ok, je vous mets au lit, ok, d'accord. Mais le matin, tout le monde au taquet. Chacun sait ce qu'il doit faire. Dès le bas âge, je forme mes enfants, chacun sait prendre soin de l'autre, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'arrive à m'en sortir. Côté époux, vraiment, j'ai la chance déjà que mon mari me comprend. Il m'a toujours soutenu dans ce que je fais. C'est une grâce, parce que c'est pas évident. Il me soutient vraiment. Il m'accompagne parfois dans mes défilés. Ouais, tout à l'heure, il est venu là, il a habillé le mannequin, il est déjà parti faire ses choses. Donc, il est déjà habitué à ça, je l'ai habitué à ça. Donc lui, au début, il m'a compris et il a aimé ça. Donc c'est facile pour moi de gérer. C'est encore plus difficile quand l'homme ne comprend pas. Oui, donc c'est là, pour ce côté, j'ai vraiment pas de problème. Il y a des fois, j'ai vraiment du boulot. Je dors pas chez moi, hein. Je dors à l'atelier. C'est lui qui prend soin des enfants, il apprête. Parfois, il y a des fois, je fais 2 jours dans mon atelier sans passer chez moi. C'est quand mes enfants commencent à dire que non, on ne mange pas tant qu'on n'a pas vu maman. C'est là où je dis, bon, attendez, j'ai quand même des enfants. Je rentre et dis, non, je suis encore là, je ne suis pas partie. C'est où, bon, tout revient à la normale. Et puis, bon c'est pas facile. C'est comme ça que j'essaye d'allier les deux côtés. Mais pour vous dire vrai, je pense que je donne beaucoup de temps à mon travail, quand mes enfants et quand mon mari. Vraiment beaucoup. Et c'est pas facile. Mais on ne peut pas exceller partout. Il y a toujours un côté qui va souffrir qu'un autre côté. Mais je fais l'effort. Je fais vraiment l'effort de combler parfois avec mes enfants. D'accord. Je peux. Il y a plein de questions, hein, Ima. Allez-y, Albert. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a plein de questions. Bonjour. Moi, c'est Wandy Gaël. Oui, Wandy. Oui, vous êtes déjà très belle. Merci. J'aimerais savoir, l'atelier est situé où exactement à Yémombo, deuxième. Et si oui, vous faites comment pour vous en sortir? Est-ce que vous avez des personnes que vous employez pour travailler avec vous, ou bien vous le faites toute seule? Déjà, mon atelier est Yémombo deuxième, situé à Yémombo deuxième carrefour. Il y a la rue pour aller à Isomba. Je suis net à cette rue-là.
Déjà, quand vous êtes au deuxième carrefour et Montbord, si vous regardez, si vous soulevez un peu la tête, vous allez voir Choupa, la grande plaque de l'autre côté. Donc, net au deuxième carrefour et Montbord. Quand vous êtes là, c'est facile à repérer. Il y a une route qui va à Essomba. Si vous prenez juste un peu la route, il y a des motos qui sont garées, je suis en face. Maintenant, à l'atelier, oui, j'ai un personnel. J'ai un personnel et grâce à CE2 aussi, j'arrive à les gérer. C'est pas facile. On se rapproche toujours de CE2, ça ne va pas. La ressource humaine, CE2 est toujours là pour nous accompagner, pour pouvoir gérer tout ce personnel-là. J'ai un personnel et c'est pas parce que j'ai un personnel que je ne travaille pas. J'ai ma tâche, c'est aussi mon entreprise, j'ai un salaire. Donc j'ai ma tâche qui est de faire les courses, accueillir le client, chercher les marchés, faire les coupes, contrôler la finition, faire le dernier repassage. Tout passe par moi à la fin. Donc si tu as commis une erreur là, mon œil va voir. C'est comme ça. Et aussi j'aimerais savoir, pour la formation, oui. Vous avez des formateurs à part ou bien, je ne sais pas, ou bien vous formez en même temps et vous travaillez aussi en même temps, je ne sais pas. Bon, autrefois, je faisais tout en même temps. Les coupes des clients faisaient partie de la formation et il y avait des jours où on faisait cours. Mais aujourd'hui, grâce à Cyril, qui est un grand formateur, il ne veut pas se présenter ici, mais c'est un très grand formateur. Grâce à lui, aujourd'hui, j'ai pu mettre sur pied un programme de formation où je forme 3 fois par semaine et avec des programmes bien précis. Il y a des programmes où moi je ferai, des programmes où lui aussi il fera. Donc c'est en fait aussi parce que aujourd'hui quand on voit l'entreprise en train de prendre une certaine ampleur, il faut aussi essayer de restructurer certaines choses. Parce qu'autrefois je faisais des formations tous les jours. Aujourd'hui je ne peux plus. Parce que si après je suis appelé à partir, il faut bien que ça continue de fonctionner. Oui. Et aussi pour la formation, oui. Les apprenants, vous prenez quel niveau d'études pour les apprenants? J'accepte tout niveau. Donc même quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Quelqu'un qui n'a jamais vu, donc même pas ce qu'on appelle les guides, j'accepte. Il suffit, parce que je me dis que si quelqu'un se lève un matin et dit qu'il va apprendre la couture, peut faire le stylisme, c'est qu'il a aimé. On ne se lève pas un matin, on choisit un métier au hasard. Voilà. Donc, quelques illustrations dans la formation, c'est quoi? Se forme comment? La formation, déjà, c'est par niveau, comme j'ai dit. Première année, on commence par l'enfant. On fait tout ce qui est enfant en première année. En deuxième année, on commence à toucher la femme. Et en troisième année, en fin deuxième année, on voit l'homme. Mais je ne fais pas de veste homme. Je tiens à préciser. Je fais ça s'adresse à Raymond. Voilà. Je fais l'homme, les boubous, chemises, tout ce qui est contemporain. J'aime pas trop moi, personnellement, j'aime pas trop la veste. C'est trop... voilà. J'aime pas quand c'est trop sérieux là. Je me sens pas à l'aise. Donc... oui, les dames, les robes de soirée. Maintenant, en troisième année, on pousse un peu la femme un peu plus loin. On fait les robes de soirée, robes de mariée, robes de cocktail. Ouais. Oui, un peu ça. Alors, intéressons-nous un peu à vos succès. Oui. On dirait que vous avez trouvé la canne sucrée et vous êtes allé du coup à la francophonie. Et il paraît que vous préparez encore pour une autre canne, certainement encore plus sucrée, cette fois-là chez les beaux-frères en Côte d'Ivoire. C'est quoi l'histoire avec les compétitions sportives? Ou alors vous vous êtes certainement trouvé l'occasion de vous tailler sur mesure là-bas aussi. N'est-ce pas? Moi je dis toujours la vie c'est pas un hasard. Et pour dire vrai, c'est des trucs que j'aimais bien regarder à la télé. Je regardais toujours les cérémonies d'ouverture des événements, toujours.
Mais je me disais, je ne pouvais jamais penser que cette tenue était confectionnée. Je pensais, genre, on achète les tenues et puis les gens portent et tout. Mais peut-être le bon Dieu a voulu que je comprenne que ma curiosité, que non, ce que tu penses là, c'est pas ça. Tu vas travailler dedans et tu vas comprendre comment ça se passe. En fait, tout ce que vous voyez dans les événements là, c'est réalisé. C'est pas des mois en avance. Hein. La Cannes, on a fait presque 400 tenues. C'était quoi, Cyril? 2 semaines? 14 jours. Ça, on prépare 1 mois en avant. Et puis vous venez là, on classe tout, vous portez. Non, 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 non. Vous arrivez. J'ai fait des tenues avant. Quand les concepteurs de l'événement sont arrivés, on a refait des montages, on a essayé de remonter, tout. Ça n'allait pas dans le cadre. On a remis toute une collection de côté et on a recommencé à zéro. C'est quelque chose de magique en fait. C'est magique. Parce que moi, je vais faire peut-être du vêtement portable. Il y aura quelqu'un qui va faire peut-être des trucs, des masques. Et puis, parce que lui, il a confectionné un masque qui va peut-être passer sur la cérémonie. Moi, je suis censée confectionner la tenue qui doit aller avec le masque. Parfois, créer la tenue et réaliser la tenue. Je peux me retrouver en train de... Parfois, je prends des tissus partout. Je vais même dans l'ameublement chercher des tissus qu'on va porter sur scène. Je ne reste plus dans le tissu. Je chine partout maintenant. Partout. Même les couvertures, même les tenues de chaise. Je vais dans tout maintenant pour pouvoir trouver vraiment ce qui va correspondre avec la tenue du spectacle. Ouais. Et moi, ça me galvanise encore, ça enrichit encore plus mon savoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certes, maintenant comme je ne suis pas sur un événement, j'entretiens ma clientèle, mais s'il y a une occasion d'événement qui se propose, moi je cours. Hein. Peut-être, c'est vrai qu'il y a du gombo, mais je cours d'abord parce que c'est enrichissant. Moi, ça me plaît, ça me nourrit en fait. Ça m'enrichit. Ça me permet de découvrir davantage. Et ceci, vous voyez, j'étais au Congo. À chaque fois, on essaie de représenter un peu des cultures locales. Et c'est aussi enrichissant de voir que quand vous arrivez dans un autre pays, vous voyez que la culture qu'ils ont ressemble un peu à votre culture, mais c'est peut-être des noms différents juste. Vous comprenez en fait qu'on vient tous d'un même endroit. C'est juste après, on s'est divisé et après chacun a trouvé un peu sa route, un genre. Mais tu arrives et tu te retrouves dans la culture de l'autre. Ce que l'autre utilise, tu vois, c'est comme chez toi, mais peut-être c'est utilisé d'une manière un peu différente. Ouais. Tu vois un peu, donc nous sommes tous des frères quoi. Alors vous me demandez de ne plus être influenceur et de venir être styliste, modéliste comme vous. Oui. Je vais gagner mon pain là-dedans. Oui. Êtes-vous sûr? Oui. Vous pouvez faire combien par jour? On dit les affaires des gens là comme ça. Le personnel quand même s'en sort. Oui. Il est bien géré. Le personnel est bien géré. On est véhiculé là-bas. On élève des villas. Ah ça. En fait, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est la couture qui m'a donné tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Tout ce que j'ai eu aujourd'hui, ce n'est pas 2 métiers, c'est la couture qui me l'a donné. Si j'ai une voiture aujourd'hui, c'est l'argent de la couture. Si j'ai une maison, c'est l'argent de la couture. Ouais. Voilà. Si j'ai des enfants et qui vont à l'école, c'est l'argent de la couture. Il faut dire que ça nourrit son homme. C'est un métier comme tous les autres métiers. C'est tout. C'est juste qu'il faut savoir se vendre en fait. Il faut savoir vendre ce qu'on fait. Oui. C'est clair. J'ai l'habitude de dire que si tu te vends à 5 francs, personne ne t'achètera à 10 francs. Au contraire, on va dire, est-ce qu'on peut acheter à 3 francs? Parce qu'on adore discuter. Est-ce qu'on tu ne donnes même pas à 2 francs? Non, 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 non. Quand tu sais ce que tu fais, il faut savoir vendre ton savoir. Ouais. Les opportunités sont présentes. Dieu nous donne des opportunités, mais Dieu ne nous donnera jamais l'argent. Ce n'est pas Dieu qui va discuter le marché à ta place. Ouais. Il va te créer l'opportunité, il va t'envoyer un client, mais c'est toi qui discutes le prix avec le client. Il m'a donné un don qui est de transformer la matière. C'est à moi de savoir comment utiliser ce don pour devenir ce que je suis, pour m'enrichir de ce don. Si je fais une belle pièce et que je dis, bon, ok, j'ai quand même acheté, tu dis, mais à 1000 francs, non. Et même cause, même 1 heure de taca. Si on me donne même 5 000, je prends.
Non mais attends, c'est un travail d'esprit. C'est un travail d'esprit, c'est de l'imagination. C'est pas donné à tout le monde de créer en fait. Absolument. C'est pas donné à tout le monde de créer, d'habiller quelqu'un ou alors de conseiller quelqu'un. Non, le bleu que tu as mis ne va pas, mets plutôt avec de l'oranger, mets plutôt avec ci. Et quand la personne est porte, la personne se sent bien, la personne se sent à l'aise, content. Si tu as ce don, pourquoi tu veux le vendre cher? Moins cher. Moins cher, pardon. Pourquoi tu veux le vendre moins cher, autant pour moi? Ouais. Ne le vends pas aussi à des prix exorbitants. Vends-le à des prix raisonnables. Raisonnable, ouais. Parce que nous sommes dans un pays où le porte-monnaie du citoyen lambda n'est pas assez bien fourni. Mais après aussi dans le business, on connaît comment on fonctionne. S'il y a des entrepreneurs ici, si j'ai un client lambda qui entre chez moi et que je lui fais la chemise à 15 000, si Chantal Biya entre chez moi au Popol, ça ne sera pas 15 000. Ça sera différent. Et si tu commences à dire que bon, il faut aussi que non, Popol va faire ma publicité, non. Je lui donne même ça gratuit. Tu auras l'argent quand? Ouais. Tu n'auras jamais d'argent. Mais si tu rencontres une personnalité et que tu sens qu'il a les moyens d'acheter ta création à un prix qui donne de la valeur, vas-y, mets-toi à l'aise. Ouais. Mais si tu as en face de toi quelqu'un que tu sens qui n'a pas des moyens, mais qui veut porter une de tes créations, ne le jette pas aussi parce que tu dis n'a pas l'argent. Tu ne sais pas. Peut-être celui-là peut porter ta tenue et te ramener un client que tu n'avais jamais imaginé. Donc moi, c'est comme ça que dans mes affaires, je ne néglige personne. Vraiment personne. Je gère tout le monde. Je travaille comme les Chinois. Les Chinois ont tout compris. D'accord. Le retour a toujours été positif dans les livraisons. Oh, Vous avez toujours été apprécié. Et quand ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous gérez le retour? Pas forcément. Hein. Je n'ai pas toujours bien apprécié, hein, je vous rassure. Voilà. Parce que moi, c'est un problème particulier que j'ai avec les tailleurs et les couturiers parce que vous ne respectez presque pas souvent vos rendez-vous. Non, moi, je respecte mes rendez-vous. Là, je te stoppe. Voilà, ça c'est d'un. Si vous respectez, parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a touché, oui. C'est de se rassurer que la personne a de l'amour pour ça. Oui. Parce que quand on est amoureux et passionné, on parvient à faire des choses extraordinaires. Oui. Il suffit juste d'être bien encadré. Là, je suis totalement d'accord. Alors, si est-ce que dans la formation que vous donnez, Oui. vous parvenez à transmettre à vos apprenants ce timing ou ce respect du client? Parce que moi, j'ai déjà fait face à plusieurs cas pareils. Parce que moi, je suis client lambda, ma tenue est mise en background pour coudre pour quelqu'un d'autre. Oui. Et pour respecter le rendez-vous de quelqu'un d'autre. Et moi, je viens, on me tourne, demain, viens, après-demain, viens, tel jour. Jusqu'à je me retrouve souvent de rester là, squatter, pour attendre qu'on m'a tenue. Vous voyez un peu. Et c'est ce gros problème que nous rencontrons généralement avec les tailleurs. Ils ne respectent presque pas leur rendez-vous. Et c'est très grave. Alors, comment est-ce que vous parvenez à vraiment le faire? Je vais répondre aux deux questions parce que Eymar m'a posé la question de savoir est-ce que c'est toujours bien apprécié les tenues. Pas tout le temps. Il y a des gens, vraiment, vous aurez tellement bien cousu le vêtement qu'il va toujours trouver quelque chose à redire. Mais parce qu'on a quand même rôdé dans le métier maintenant, on sait comment prendre la chose et comment amener le client à être content. Voilà, parce que des fois, c'est un métier d'esprit aussi. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas de confiance en soi. Il y a des personnes, quand ils portent une tenue, peut-être quand moi je portais mon cabala, je sais que mon cabala est beau, je sais que je suis belle dedans. Donc des fois, il y a des clients qui te disent non, je n'ai pas apprécié. Comme dernièrement, avant-hier, on a livré un monsieur qui m'a passé une commande d'une chemise express que j'ai réalisée avec amour. Quand tout le monde voyait cette chemise, j'ai même posté, les gens m'ont passé tellement de commandes. Mais quand ma fille va lui livrer la chemise, il dit qu'il n'aime pas, c'est pas beau.
vraiment Joël, je n'aime pas. Je dis, tu n'aimes pas. Moi, j'ai aimé ça. Si toi, tu n'as pas aimé, mais moi, je t'ai donné ce que j'ai aimé. Et quand j'ai posté là, il y a beaucoup les clients. Donc vraiment, paye seulement. Il a payé, mais je suis sûre que c'est quand les gens vont apprécier sur lui qu'il comprendra. C'est un client, il n'apprécie pas toujours, mais il revient toujours. Je ne sais pas si tu vois un peu le contraste. Il n'apprécie jamais, mais il ne jette pas sa tenue, il apporte toujours et il revient toujours. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est lui, en fait. Peut-être aussi l'apprécier par antithèse aussi. Bon, c'est possible. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Peut-être qu'il a un manque de confiance en lui. Moi, je ne suis pas là pour gérer Mais je me rassure que chaque pièce que je sorte, vraiment que j'ai mis de l'amour dans des pièces que je sors. Et quand vraiment je donne une pièce à quelqu'un, s'il n'apprécie pas, je fais tout pour te convaincre. Après, dès que tu m'as payé, non, c'était bon. C'est qu'est-ce que tu vas revenir? Parce qu'il finit toujours par revenir. Maintenant, le côté, le timing, moi, c'était un challenge. Quand je vais à mon atelier, j'ai dit, je ne ferai pas comme les autres. Je vais respecter mes rendez-vous. Chez Choupa, on respecte les rendez-vous. Parce que, premièrement, j'ai un agenda. Parce que j'ai un agenda, je suis capable de te dire si je peux te livrer ou si je ne peux pas te livrer. Si je suis saturé, je te dis, cette date, je ne peux pas te livrer. Je peux te livrer à cette date. Tu es d'accord? Oui. Tu n'es pas d'accord? Pas avec ton tissu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une marque, j'ai un nom. Je ne veux pas que un petit truc de rien du tout vienne me gâter, oui, un travail que je fais depuis des années. Vraiment, les réseaux sociaux sont là aujourd'hui. Oh, c'est la femme là, elle ne respecte jamais les dates. Non. Je sais faire mes plannings en fait. Quand j'aurai, bien même quand j'aurai un retard, je vous appelle et je vous dis, j'aurai un retard parce qu'on a toujours il y a parfois Enéo, parfois vous pouvez tomber malade, parce que parfois mon bébé peut tomber malade. Si vraiment vous me dites que non, il faut vraiment à la date là, je trouve un plan B. Soit je peux appeler Cyril, soit je peux appeler une fille que j'ai formée, soit je peux appeler, la personne vient, et j'appelle généralement des gens qui travaillent comme moi, la personne fait le travail, il livre et c'est tranquille. Vraiment, je livre toujours à temps, toujours à temps. L'apprenti, quand il est dans votre structure, il apprend tout. Même en mentir au client, il apprend. Il apprend tout. Quand il va ouvrir son atelier, il utilise vos tactiques avant de développer ses tactiques. C'est comme ça. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas dire que c'est le souci que relève l'intervenant, c'est un problème carrément du commun du mortel. C'est-à-dire que même avec le chauffeur, vous lui dites 13h, il vient à 13h30. Et même avec le réparateur de votre récepteur téléviseur, il vous dit lundi, le 31, il est capable de vous créer un 32 aussi. Hein. Donc, je pense plutôt, et ça c'est pas pour essayer de justifier quoi que ce soit, que cela relèverait plutôt du commun du mortel. C'est un problème humain qu'il faudrait certainement inculquer dans toutes les formations, même celles qui sont considérées parfois comme les moindres aussi. Ouais. Alors, puisque nous tirons déjà à la fin de cet échange, nous allons encore prendre 2 questions du public et puis nous allons conclure aussi avec Joël. Poser une question. Oui, Emma, une question. De la création, de la conception à la création, qu'est-ce qui est plus difficile? La création. Ouais. La création, c'est le plus difficile en fait. C'est très difficile de créer. Parce qu'on peut vous donner une idée. Tant qu'il n'y a pas... tant que vous n'avez pas comment je vais dire, tant que vous ne savez pas où vous allez aller, vous pouvez aller nulle part. Il faut d'abord concevoir. C'est après la conception que la réalisation, généralement, elle est plus facile. Parce qu'en même temps, quand on conçoit, quand je faisais de concevoir une tenue, c'était peut-être un cabas comme celui que j'ai. Après, je vais dire, bon, ok, qu'est-ce que je vais mettre là? Peut-être une dentelle. Là, je sais déjà ce que je vais utiliser. Et maintenant, quand je vais au marché, c'est en fonction maintenant de ma sensibilité que je vais choisir. Mais si déjà je n'ai pas le modèle en tête, je ne pourrais pas acheter la matière
je ne pourrais rien acheter du tout. Ou alors je pourrais acheter une matière et si après l'inspiration vient, ça pourrait ne pas correspondre avec la matière que j'ai achetée. Ça, en entreprise, ça m'aurait fait faire des dépenses inutiles. Donc, le plus dur, c'est la conception. Vous pouvez faire 3 ans pour apprendre du stylisme et ne jamais savoir créer. Mais si vous faites 1 année dans un atelier de couture, vous pouvez, au bout d'1 année, vous pouvez monter un vêtement. Et les tenues chez Choupa, coûtent en moyenne combien? En fait, pour une collection, si une personne lambda veut s'offrir une tenue d'une collection, il doit se préparer à hauteur de combien? Les tenues de collection ont des prix particuliers parce que ce sont des tenues de collection. Après, il y a un coût de dépense qu'il faut calculer et savoir combien chaque pièce peut coûter. Ça dépend. Généralement, moi, je fais des tenues, pour mes collections, c'est des tenues généralement prêtes à porter. Ça ne coûte pas des yeux de la tête. On peut avoir des tenues à 25 000 en montant. Mais maintenant, à l'atelier, quand je dis 25 000, des fois, ce sont des ensembles. Parfois, il y a des tops. Je peux faire des tops parfois à 15 000, parfois à 10 000. Parfois, il y a des pantalons de dames que je peux faire à 15 000. Ça dépend. Vraiment, les prix, moi, je pense que les prix sont vraiment abordables. Et dans mon atelier, par exemple, la dernière barre, c'est 5 000. Je ne coupe pas un vêtement en deçà de 5 000. Et 5 000, c'est le cabas le plus basique. Donc, le plus basique, vraiment le plus basique. Donc si tu vois que le 5 000 ne correspond pas à ton cabas, donc va au marché, là où tu peux coudre à 1500. Mais si tu viens ici chez moi, même si c'est la corde qu'il faut seulement couper 3 là et mettre la corde là, tu sais que c'est 5 000. Donc, ce qui fait que généralement, je n'ai pas trop de tenues de 5 000. Donc, ça commence à partir de 10 000. Voilà. C'est un peu ça. Ah, les t-shirts, oui. Les t-shirts, c'est 5 000 aussi. Oui, les t-shirts de la marge. Certainement lors de ce storytelling. Je crois que Emmanuel et toute son équipe nous donnera donc cette occasion-là certainement plus tard. Okay. Alors Joël, quelles sont vos perspectives des projets en dehors de la Côte d'Ivoire bien sûr que vous visez? Y a-t-il d'autres projets? Faut-il ajouter un petit parpaing à votre édifice? Aujourd'hui, en dehors de la Côte d'Ivoire, la canne de la Côte d'Ivoire que je vise, je continue à travailler mon entreprise parce que je pense qu'elle n'est pas encore au niveau où j'aimerais qu'elle soit. Ouais. Donc c'est avec le concours de CED, aujourd'hui qui continue de m'accompagner, je pense que au fil des années, l'entreprise aura plus d'elle qu'aujourd'hui. Alors, Emma, tu permets hein? Oui, Raymond. Alors, effectivement, Choupa, c'est aujourd'hui une entreprise qui a place assise dans la capitale camerounaise. C'est ça qui est Choupa Mel Style, c'est ça? Choupa One Dress. One Dress, One Code. D'accord. Et tu dis bien que Choupa a des ailes à s'envoler, etc. Alors moi je voulais bien savoir où est-ce que tu vois Choupa dans 5 ans, 10 ans par rapport à tes concurrents que tu connais certainement, par rapport à la vision que tu as de Choupa et également par rapport à ton expérience. Tu as fait dans 3 pays africains, Niger, Cameroun, Congo. Voilà. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Voilà, Congo-Brazza. Et elle était même en Europe, elle était à Milan. Oui. Voilà, justement en Italie. Aujourd'hui, cette expérience-là, où est-ce que tu situes Choupa dans cet univers de la mode? C'est-à-dire une situation à la fois ponctuelle, mais également une situation prospective. C'est-à-dire comment est-ce que tu vois Choupa à partir de l'expérience que tu as acquise dans ces différents milieux, autant événementiels ou sportifs, etc.
comment est-ce que tu situes la maison de couture Choupa? Bon, la maison de couture Choupa aujourd'hui a fait son chemin. Et comme j'ai dit tantôt, je ne suis pas encore arrivée où je veux arriver. Je suis encore en route, en chemin. Si je projette, moi, demain, qu'est-ce que j'attends de la maison Choupa? C'est que demain, que ce soit une structure où il y a plein de Camerounais qui travaillent et que, bien que je ne sois pas là, ou que je sois là, qu'elle continue de fonctionner, que le prêt-à-porter Choupa continue d'exister, des collections naissent selon des saisons, parce que c'est dans cette vision que je suis aujourd'hui. Je veux pouvoir faire des collections en fonction des saisons. Je ne vais pas parler d'été ou d'automne parce qu'on n'a pas ceci chez nous. On va parler des saisons sèches et des saisons pluvieuses. Parce que c'est ce que nous on a ici chez nous. On a la petite saison pluvieuse, on a la grande saison pluvieuse, la petite saison sèche, la grande saison sèche. C'est dans ce sens, dans cette vision qu'aujourd'hui je suis, de pouvoir mettre sur pied vraiment une structure stable. Le travail de la marque Choupa un jour puisse intéresser un grand investisseur qui puisse investir dans cette marque afin que cette marque puisse aller au-devant de la scène. Parce que aujourd'hui, je me dis que c'est vrai, j'ai encore du chemin, mais j'ai déjà fait un bon bout du chemin. Et cette marque, je la travaille depuis 2008. Aujourd'hui, elle a quand même roulé sa bosse, même comme elle a encore de la bosse à rouler. Mais j'ai vraiment espoir qu'un jour, vraiment, un gros poisson, comme on a l'habitude d'appeler au Cameroun, s'intéresse à cette marque et veut bien que cette marque aille un peu plus de l'avant en investissant dans du vêtement, dans du made in Cameroun, parce qu'il y a du marché. Si les vêtements viennent de Turquie, viennent de Chine, viennent d'ailleurs, s'il y a de la friperie et que des gens achètent, ça veut dire qu'on peut aussi produire en série. On peut aussi apprendre à porter du neuf, à porter ce qui est bien et qui est aussi réalisé par des Camerounais. On peut créer de l'emploi au Cameroun, de la richesse au Cameroun à travers le vestimentaire. D'accord. Moi, c'est mon grand challenge. Et je sais qu'il y a plein de jeunes qui adorent ce métier, mais après, sortent de ce métier parce qu'ils trouvent que ça ne leur apporte pas. Après, tu vas trouver quelqu'un qui a fini une formation, il est bien allé se former en couture, en stylisme, modélisme, il est même créateur, tout ça. Après, dès qu'il entend qu'il y a un concours, il va déposer les dossiers pour le concours. Parce qu'il se dit, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Et c'est vrai, c'est un métier qui a besoin de sponsoring. C'est un métier qui a besoin qu'on le pousse, qu'on investisse. C'est un métier qui produit énormément d'argent. L'industrie de l'habillement produit énormément d'argent. Vraiment énormément d'argent. Les pays qui ont compris ça s'en sortent avec l'habillement. CED m'a apporté beaucoup. Vraiment beaucoup, parce que j'avais ma structure avant que je ne rencontre CED. CED, c'est mon entreprise, c'est mon agent. Donc dès que le client vient là, s'il a versé même 15 000, s'il a versé même 100 000, c'est mon agent. Je fais de ça ce que je veux. Mais avant, je me disais que non, je ne vois même pas l'argent. C'est comme si on m'a fait ça au village. C'est comme si j'ai des trous. On a souvent dit ça, non? On a des trous dans les mains. On n'a pas les trous dans les mains. C'est parce qu'on ne sait pas gérer l'argent qu'on a. Quand je suis arrivée à CED, les trous qui étaient dans mes mains là se sont fermés. J'ai compris que c'était moi le problème. Parce que je n'avais pas mis dans ma tête que ma structure était une entreprise et que l'argent qui entrait en fait n'était pas mon argent, mais c'était l'argent de l'entreprise. Quand j'ai compris ça, une fois étant à CED, vraiment ça m'a apporté beaucoup. J'ai commencé à voir l'argent dans ma caisse.
Et quand j'ai commencé à voir l'argent dans ma caisse, ça a commencé à me galvaniser davantage, à me dire non, il faut chercher davantage de nouveaux clients, il faut créer de nouveaux produits parce qu'il faut que ça entre davantage, il me faut peut-être un employé de plus, il me faut. Après, bon, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des petites formations, du marketing, machin, après il y a des décorations, machin, ceci, décoration, on invite des spécialistes. À chaque fois, j'ai refait déjà le design de ma structure, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois. Et j'ai su où est-ce que je pouvais prendre l'argent et comment est-ce que je pouvais le rembourser. Parce que je suis passée à CED, j'ai appris à gérer. Aujourd'hui, nous sommes les Camerounais, sommes les femmes, on aime les tontines. Une femme ne peut pas vivre sans tontine. Je sais aujourd'hui combien je peux tontiner. Autrefois, ce n'était pas ça. Dès qu'en semaine, tu as eu 50 000 de tenues qui est entrée, tu peux y aller dire que non, il va cotiser 50 000 la semaine. C'est ton argent. Tu vas cotiser 50 000 comment? Aujourd'hui, j'ai un salaire dans ma structure, moi-même. Et je ne déborde pas mon salaire. Dès que je prends là, je dis que ça va être l'épargne de l'entreprise. J'ai un salaire dans ma structure aujourd'hui grâce à CED, ce que je n'avais pas avant. Même quand je prends l'argent aujourd'hui dans ma structure, j'écris. À la fin du mois, si j'ai dépassé mon salaire là, je prends la quantité qui reste. Si je déborde, je mets que je dois à l'entreprise. Et après, je remets. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, j'ai une discipline gestionnaire aujourd'hui dans mon entreprise. Et vraiment, CED m'a beaucoup apporté. C'est pour ça que même aujourd'hui, je ne peux pas lâcher CED. S'il y a n'importe quel problème, CED va seulement trouver la solution. Parce que quand on tient la main d'un enfant, on ne laisse pas l'enfant là comme ça. Donc vraiment, vraiment merci à CED. Avec CED vraiment. Merci. Si je n'avais pas passé à CED, je pense qu'il y a plein de choses que je n'aurais pas fait. Des niveaux où je ne serais pas arrivé. Merci Raymond, merci, merci à tout le public. Okay. Merci pour votre... comment? Encore des questions? Les questions ne finissent pas. Bon, une dernière vague certainement avant de... Vous savez vraiment nous excuser. C'est une toute petite question. Comme on a l'occasion de rencontrer Choupa aujourd'hui, vraiment, j'aimerais savoir si Wandi Gaël peut passer visiter Choupa. il n'y a pas de souci. C'est quand vous voulez. Mon atelier est ouvert. Quand vous voulez, vous passez. Je suis là. C'est vrai que si vous voulez aussi me rencontrer personnellement, peut-être qu'il faut m'appeler. Parce que vous pouvez arriver que je suis dehors, on est allé chercher l'argent. C'est pas facile. Et on fait comment Les entrepreneurs ne dorment pas. C'est les employés qui dorment. Merci. Bon, mon numéro WhatsApp, c'est 6 96 44 64 33. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Directement, vous tombez sur moi. 6 96 44 64 33. Merci. Voilà. Vous m'écrivez. Si je ne vous réponds pas tout de suite, ne pensez pas que je vous snob. Peut-être je suis occupé, mais ce qui est sûr, c'est que je réponds toujours. Vous pouvez avoir la chance de m'écrire à 13h, je vous réponds tout de suite. Mais vous pouvez aussi avoir la marche, on m'écrivait à 13h, je vous réponds le lendemain. Donc ça dépend de vraiment. Mais je réponds toujours. Vraiment toujours, je réponds. Merci Chopin. Et encore une question. Hey. Depuis que j'entends parler de collection, donc c'est quoi une collection, pourquoi une collection et pourquoi des défilés? C'est quoi une collection? Bon, moi je vais définir une collection comme un ensemble de tenues qu'on peut retrouver dans une garde-robe. Moi je vais la définir comme ça. Parce que même quand tu as tes vêtements, des fois tu dis toute une collection de tenues. Parce que là, à l'intérieur, tu as ta tenue de soirée, tu as ta tenue de ville, tu as ta tenue de sport, tu as ta tenue de ci ou de ça. Et parfois aussi dans une collection, on retrouve généralement ces différents styles de tenue. Un créateur peut décider que dans une collection, je vais faire des tenues de ville, une tenue de soirée, une tenue de ceci, une tenue de cela, mais toujours dans le même esprit. Maintenant,
L'autre question, c'était quoi? Pourquoi une collection? Pourquoi faire une collection et pourquoi des défilés? Pourquoi faire une collection? Le créateur a besoin de s'exprimer. Et je pense que c'est le moyen par lequel il peut s'exprimer. Je vais pas, nous qui travaillons, on attend peut-être, on fait du sur-mesure. C'est pas sur le vêtement du client que je vais poser mon imagination. Le créateur a cette particularité-là qu'il a l'imagination débordante en fait. Il a besoin de s'exprimer. C'est pour ça qu'il va faire une collection. Parce qu'il veut montrer au monde entier ce qu'il a dans la tête, ce qu'il sait faire. C'est pour ça que vous verrez, il y aura forcément des collections, des vêtements qu'on ne peut pas forcément porter. Il y aura des collections qu'on peut porter. Parce que le créateur a besoin d'aller au-delà de son imagination. Il laisse son esprit s'exprimer. C'est pour ça qu'il fait une collection. Maintenant, tu as dit, pourquoi les défilés? Pourquoi les défilés, c'est ça? On a besoin des défilés. Les défilés, c'est une sorte de publicité. Ça rentre dans le cadre de la publicité. Et ça permet aussi au créateur de montrer ce qu'il sait faire. Et ça permet aussi de vendre un rêve. Oui, c'est d'abord le rêve qu'on vend. Le défilé, on t'amène d'abord dans... On te fait voyager. En fait, quand on organise un défilé, c'est que je veux te faire parce que les créateurs sont des grands rêveurs. Et quand ils organisent un défilé, ils pensent tout, ils conçoivent tout, la musique, la scène, comment les mannequins vont marcher, comment. Et tout ça, ça se passe dans sa tête. Et quand il t'invite à un défilé, il veut partager avec toi son rêve en fait. Il veut que tu comprennes que en fait, voici ce que j'ai rêvé. Et je veux vous faire partager ce rêve d'abord. Et c'est parce que le rêve t'a plu que automatiquement, peut-être tu vas t'intéresser à une tenue, tu vas acheter la tenue et tu vas la porter. Ouais. Mais généralement, les créateurs qui viennent de sortir commencent par la fin, qui est de faire les défilés. Nous, on a commencé par la fin parce qu'on n'avait personne pour nous conseiller. On a commencé, on est sorti, on a commencé les défilés et ça nous a souri. Mais ce n'est pas toujours la solution de commencer par le défilé. La meilleure solution, c'est d'abord de faire asseoir son entreprise, sa maison de couture, sa structure. Dès que tu as assis ta structure, alors tu peux te permettre de dire ok, je peux faire un défilé parce que tu auras déjà une structure. Quand on va voir ton défilé, on pourra rallier ton défilé à ta structure. Parce que vous commencez par les défilés. Après, quand on dit on peut vous trouver où? Je crois encore la maison est. Ça fait, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Alors que quand tu as déjà ta structure, tu fais ton événement, tu es même plus, tu es plus mature en fait. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu recherches. Tu sais ce que tu recherches. Quand tu investis, tu sais que si j'ai investi ici, je sais ce que je veux. Et après, tu peux évaluer si tu as eu le rendu. Tu vois un peu évaluer. Mais quand tu vas comme ça, sans savoir où tu vas, tu ne pourras jamais faire une évaluation en fait. C'est vrai que nous, on a commencé par ça, on a eu la chance, ça nous a souri. Mais aujourd'hui, moi, je conseille les jeunes de commencer par s'implanter. Parce que si on s'implante, on produit la richesse. On peut employer peut-être une personne. On a déjà sorti une personne du chômage. Maintenant, on travaille pour aller de l'avant. Et maintenant, quand une structure va voir, quelqu'un veut venir, va voir. Moi, quand je commençais mes défilés, j'ai eu plein de marchés. Hein. J'avais des grands marchés, mais je n'arrivais pas à réaliser. Il n'y avait pas de structure. J'avais des grandes maisons. Le Watt qui m'avait dit, non, tu vas habiller tout mon personnel. Hôtel Le Watt. Elle avait vu un design homme. J'étais à un défilé là. Elle m'a dit, tu vas habiller tout le personnel de mon hôtel, viens me rencontrer. Je ne suis pas partie. Il va habiller tout le personnel, comment? Il veut commencer comment? Qui va couvrir ça? J'ai eu plein de commandes, plein de personnes. J'étais toute jeune. J'ai commencé très, très jeune, j'avais 22 ans. Je vais prendre le personnel où? J'avais une petite machine. Je vais couvrir 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, comment? Donc, implantez-vous d'abord et faites les défilés après. Le défilé, on dépense franchement. Donc, c'est un peu ça. D'accord.
Je pense qu'il n'y a plus de Ça va? questions. Je crois avoir épuisé, l'ensemble des questions venant du public. Le temps pour nous de mettre fin à cet échange que je crois avoir été enrichissant, tant pour Joël que pour tous ceux qui sont intervenus. Alors Joël, un dernier message, non seulement à ceux-là qui vous écoutent, mais aussi à l'endroit de ceux qui vont vous recevoir d'une manière ou d'une autre sur la notion d'entrepreneuriat et surtout dans le métier que vous exercez actuellement. Un petit mot, ceux qui ont l'habitude de m'écouter, Oui. mes mots de fin se ressemblent toujours. Parce que je n'ai pas beaucoup à dire, surtout souvent sur les mots de fin, juste que il faut travailler. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer le travail. Il faut, à chaque fois, il faut se remettre en question. Travailler. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire à la jeunesse qui me regarde, à tous qui me regardent. Quand vous aimez un métier, travaillez de manière à ce que, quand vous ne serez pas là demain, on dira il y avait quelqu'un ici qui faisait quelque chose. On se souviendra de vous. Donc c'est tout ce que je peux transmettre comme vraiment message fort et de l'amour pour ce que vous faites. Partagez ce que vous faites autour de vous. Travaillez pour que ce que vous faites soit mis en avant. Travaillez, travaillez, toujours travaillez. Merci Joël Manyechoupa d'être intervenu sur notre plateforme Storytelling Saturday que nous offre Yolene. Merci à tous ceux qui sont intervenus ici. Et vous l'avez compris, nous étions là dans un autre univers industriel, l'habillement. Vous avez donc compris qu'il s'agissait d'un environnement plutôt prodigieux, enrichissant et tout ce que vous voulez coller comme qualificatif. Donc, le temps pour vous de vous joindre à Joël. Merci encore à tous. Merci à toute l'équipe de production de cette plateforme. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Immense plaisir d'avoir été avec vous. Et au prochain Storytelling Saturday. Merci. Merci.